qui me fait dire que je suis hypersensible, c'est les autres. C'est quand dans la relation à l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir se vivre. La fulgurance que j'ai à percevoir et à retransmettre, elle n'est pas... c'est pas toujours possible de la partager. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis hypersensible. Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible, ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon ? Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces signes ? Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. L'hypersensibilité, c'est le rapport au sens. Et les sens, c'est la vie, c'est le vivant, c'est le mouvement, c'est notre nature profonde. Et l'hypersensibilité, ça serait comme un concept hyper, trop, sensibilité, donc de sens. Est-ce qu'on est hypersensible ? Est-ce qu'il y a trop de sens ? Je ne pense pas. Il y a du ressenti, il y a des sensations, il y a des émotions. J'ai plutôt envie de dire qu'il n'y a pas assez de quelque chose, qui serait pas assez de gestion des émotions générées par les sensations. Alors on parle de pensée en arborescence. C'est justement cette façon d'être connecté à d'avoir une conscience que tout est connecté et tout interagit en permanence. Quand on me pose une question, c'est un peu ma difficulté donc avec l'hypersensibilité. C'est que je voudrais répondre à la question, mais en apportant le maximum d'informations et pour que la question fasse sens. Et donc, si elle fait sens, elle est reliée à un tas de choses qui concernent la personne, qui concernent l'entourage, qui concernent le monde, et même à la limite qui concernent le cosmos. Je sais pas, enfin, ça peut aller très loin. On est hypersensible depuis la naissance, donc pour moi, l'hypersensibilité, c'est un état à limite normal. Donc, comment ça se manifeste ? Ce qui se manifeste, c'est... Je prends conscience de ce qui se manifeste par rapport à ce que les autres vivent. Moi, mon état de sensibilité, il me va très bien. Mais je m'aperçois qu'il y a un problème d'hypersensibilité quand dans mon rapport aux autres. Mon hypersensibilité m'a amenée à travailler avec les enfants, d'aller vers des gens qui étaient hypersensibles. C'est là où je me sentais le mieux. Et puis... Et en même temps, c'était pas. Et en même temps, j'avais aussi envie d'être avec des adultes que je sentais aussi hypersensibles. Donc, avec cette difficulté de gérer ce qui les traversait. Il y a du trop dans mes sensibilités quand j'ai pas un contexte relationnel qui me permet de les vivre. Et de les partager et d'en faire quelque chose pour moi et pour les autres. J'ai eu la chance de rencontrer des hypersensibles à travers la danse, en participant à des jams de contact improvisation. Et je me retrouvais
avec des personnes qui étaient comme moi et qui avaient la même taille que moi, donc c'était pas des enfants, c'était des adultes et qui avaient cette capacité d'écoute, cette capacité de ressentir l'espace de l'autre, l'espace de la relation, de pouvoir créer cet espace et c'est devenu à partir de cette expérience, je me suis sentie moi-même. L'emmerdeuse qui posait tout le temps des questions. En fait, mon état d'hypersensibilité m'a amenée à me séparer beaucoup des autres, à m'isoler des autres et à trouver des moyens par moi-même d'exister sans attendre des autres de reconnaissance. Donc, je suis habituée à avancer, à trouver des solutions et de créer seule. Néanmoins, je suis un être social, donc j'ai besoin de la reconnaissance des autres, c'est évident. Et les autres, dans le processus, enfin dans la relation, ils amènent la validation. Ils valident un état. Et c'est un appui pour pouvoir avancer, pour pouvoir se développer et aller à la prochaine étape. Alors, quand j'étais enfant, donc à ce moment-là, je ne me définissais pas hypersensible. J'étais juste définie par l'emmerdeuse qui posait tout le temps des questions. Voilà. Donc voilà, la validation de mon être, elle était assez peu valorisante. Adolescente, je me suis beaucoup définie par la danse et j'ai quitté en fait, j'ai quitté la sensibilité. J'étais dans le faire, la danse me permettait de canaliser mes sensations et d'avoir un espace où je pouvais me challenger en fait et de voir jusqu'où je pouvais aller avec mon corps et jusqu'où je pouvais supporter la sensation, entre autres, de la douleur. C'était un apprentissage dont je me suis rendu compte m'a beaucoup aidé, entre autres, pour supporter la douleur de l'accouchement. Alors, moi, je voulais pas me définir du tout, en fait. Ça m'intéresse pas de me définir. Comme je suis dans la sensation, elle est plus forte que la norme. Et poser un mot sur un état, pour moi, c'est l'arrêter. Donc, c'était pas possible. Et donc, j'ai mis vraiment longtemps à accepter de mettre un mot. Et puis, en fait, c'est par les obligations professionnelles, puisque je devais définir en tant que thérapeute, coach, à qui je m'adressais. Donc, il a fallu définir une cible. Voilà. Et donc, c'était hypersensible qui était le plus proche de ce que je... C'était hypersensible qui était la cible la plus évidente. Et j'en ai parlé au père de mon fils, qui me connaît depuis environ 30 ans. Et je lui dis, mais alors, est-ce que moi, je serais hypersensible ? Et il a rigolé, mais une façon de dire, mais enfin, c'est évident, tout le monde le sait, sauf toi. Mais comment c'est possible ? En fait, ça m'a amusée, et c'est parce que ça m'a amusée que j'ai accepté. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, j'ai pas une étiquette hypersensible. Ça reste toujours pour moi une bonne blague. Ça reste une bonne blague, c'est-à-dire que
Y a rien de sérieux là-dedans et c'est pas, faut pas en faire j'en fais pas un état, j'en fais en tout cas pas un état déterminé. C'est juste un état de passage et je continue à travailler pour que cette hypersensibilité pour moi et pour les personnes que je ressens autour de moi, qui se définissent pas forcément hypersensibles, mais qui le sont parce que le type qui va se mettre en colère, il est dans un état d'hypersensibilité. La nana qui va pas pouvoir exprimer ce qu'elle ressent, elle est dans un état d'hypersensibilité. Donc voilà, c'est pas parce qu'on se dit ou non hypersensible que on va pas être par les circonstances de la vie, par les contextes dans lesquels on vit, se retrouver dans des états d'hypersensibilité. Pour moi, passer un test, c'est un peu retourner à l'école et d'être évalué, et c'est juste insupportable. Voilà, premièrement, déjà le contexte relationnel, pour moi, il est complètement fou, en fait. C'est pas raisonnable. Je ne peux pas remettre ma vie entre les mains d'une personne qui a estimé, par rapport à sa vie à elle, que ce test pouvait apporter quelque chose à son patient, on va dire, et au monde, parce que moi j'ai une vision globale, donc je peux pas. À quoi ça va me servir ce test en fait ? Je vois pas ce que va. Je sais pas ce que ça peut changer en fait dans ma relation à moi-même et au monde, et encore moins venant d'une personne que je ne connais pas. Et même si je la connaissais, ça reste arbitraire et ça n'a aucun intérêt pour moi. Le soleil de l'enfance. L'enfance, c'est ouvrir un monde sur un passage de la vie qui est très particulier, parce que il y a une telle vitalité, il y a une telle énergie qui nous traverse à ce moment-là, que tout est dans la transformation, dans l'émerveillement, enfin dans l'ouverture. Et j'étais une enfant très 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 heureuse. Je prenais tout. Enfin, pour moi, l'enfant jusqu'à 6 ans, ça a été du soleil en permanence. C'était la joie de vivre, c'était la joie d'avoir mes sœurs autour de moi, mes parents. Et puis, c'était comme si, en fait, il n'y avait aucun problème. Et puis, jusqu'au jour, en fait, à 6 ans, ma sœur part de la maison, et là, c'est la catastrophe. Je supporte pas, en fait, et je commence à rentrer dans des questionnements de pourquoi, et je veux saisir, je veux avoir la réponse. Je veux saisir ce qui se passe, je veux comprendre, et là, je quitte en fait mon corps et je suis ma mère, je suis mon père, je suis ma sœur, je m'ouvre aux autres pour les comprendre, et je ne lâche pas l'affaire en fait. Je veux comprendre, et j'ai mis longtemps à comprendre, et ma scolarité a été très difficile parce que ce qui se passait à l'école, ça ne m'intéressait pas, pour moi c'était complètement absurde de passer du temps à parler de Charlemagne et Louis XIV, alors qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes. Il y avait des gens qui souffraient. À 6 ans, j'étais entre 6 ans et demi, je sais. Bon, j'étais à la limite entre la petite enfance et l'âge de raison. Donc j'étais entre deux mondes, le monde de l'émerveillement et le monde on prend conscience de ce que le monde vit dans ce qu'il y a de plus terrible, la guerre. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. Ma famille n'était pas du tout ouverte sur le monde, donc même si certainement ça devait me toucher, mais c'était pas la question. Pour moi, c'était il fallait régler les problèmes ici et maintenant avec
la matière qui se présentait et la matière, elle était émotionnelle et il fallait que j'en fasse quelque chose. Il fallait que je comprenne. Je voulais saisir. Voilà, je voulais saisir qu'est-ce que c'était cette matière émotionnelle. Alors j'ai eu la chance de vivre jusqu'à mes 18 ans dans une maison avec un grand jardin. Et dans le jardin, c'était énorme. Enfin, avec la balançoire, je partais dans le ciel, je partais dans les étoiles. Ou alors je partais dans le monde des fourmis, j'observais les fourmis. J'étais dans des mondes qui fonctionnaient bien en fait. Les fourmis, elles faisaient leur travail. Chacun faisait son taf et c'était plutôt rassurant pour moi de les observer. Puis voilà, et puis toujours ce rapport au corps où j'avais besoin de me sentir vivante et donc le jardin pour ça c'était parfait. Un monde de viande. Mes parents c'était très particulier parce qu'ils étaient charcutiers les deux. Donc on travaillait. Ils travaillaient, mais bon, j'étais très très proche en fait d'eux, malgré que j'ai pas du tout été initiée à la charcuterie, à l'artisanat que mon père faisait excellemment bien. Et il était reconnu dans son métier et j'étais très fière d'être la fille de mon père. Et de ma mère aussi. Mais c'était quand même un monde de viande et de viande morte. Alors j'ai eu une période j'ai pas envie pour moi j'ai pas été anorexique, mais en fait on m'appelait quand même squelette, donc j'ai dû être anorexique sans que ça soit diagnostiqué. Enfin ça me fascinait en même temps le rapport à la chair. Je regardais, j'admirais beaucoup le travail manuel de mes parents. C'était fascinant pour moi de voir leurs mains bouger. Et en fait, je me suis aperçue que j'ai énormément appris en les regardant. Alors que pour moi, j'étais feignante. Eux travaillaient, moi, j'observais, je faisais qu'observer. Et en fait, je m'en suis rendu compte des années après où ma façon de toucher le corps était très subtile, en fait. Parce que j'avais vu, ma mère désossée, j'avais vu les colonnes vertébrales, j'avais vu les vertèbres, j'avais vu cette matière que peut voir en fait c'est la matière de la chair et des os et voilà. Donc j'ai développé en fait sans le savoir un rapport à la matière du corps grâce à eux. Donc l'école, en fait, ça s'est terminé en première. Le collège, ça s'est plutôt assez bien passé. J'avais quand même toujours ces questionnements qui n'avaient pas de réponse. Donc j'allais voir mes profs. J'essayais d'être en relation avec des adultes parce qu'il était hors de question d'aller voir un psy. Enfin, ça n'existait même pas. Enfin, dans mon monde. Donc et puis ma mère avait des difficultés, mais bon voilà, des difficultés émotionnelles en fait. J'ai pas envie de mettre des étiquettes. Je ne sais toujours pas en fait vraiment ce qu'elle avait. Je sais juste, est-ce que c'était hormonal, est-ce que c'était, je sais pas. En tout cas bon voilà, il y avait des périodes où c'était très difficile pour elle de le gérer et tout le monde en profitait bien sûr. Donc la maison s'ébranlait et mon père essayait de contenir ces crises comme il pouvait et bon voilà, donc c'était assez difficile à vivre et ça avait forcément un impact sur toute la famille. Donc voilà, le collège, je faisais beaucoup de danse, le monde de la danse me contenait, tout allait plutôt bien. Et puis en seconde, je ne sais pas pourquoi,
Bon, j'ai des photos de seconde. En effet, j'étais quand même pas super bonne. J'étais peut-être un peu vulnérable physiquement. Je sais pas. En tout cas, j'ai des photos. J'ai une tête assez fatiguée. En tout cas, j'étais sujette à du harcèlement. Bon, alors ça n'a pas été très loin parce que j'étais assez passive et j'ai accepté en fait. Mais donc le harceleur et ses copains ont vite arrêté parce que j'étais pas une super candidate, je réagissais pas. Donc et en plus de toute façon j'étais ailleurs, donc j'avais pas, ils avaient pas beaucoup de prise sur moi parce que j'étais dans ma tête et j'étais prise par des choses beaucoup plus importantes que leur que leur petitesse. Mais ça n'empêche que bon, bien sûr, ça m'a marqué et j'ai été touchée ensuite par les difficultés que mes enfants ont pu avoir face à d'autres enfants et puis touchée tout simplement, actuellement le harcèlement, on en entend beaucoup parler, donc je l'ai ressenti et je sais ce que c'est, et je pense que les hypersensibles ils sont sujets parce qu'il y a une ouverture dans la relation, une grande ouverture dans la relation à l'autre et à la souffrance de l'autre, donc forcément c'est la porte est ouverte, donc le harceleur y rentre et après voilà, c'est un jeu qui peut être néfaste pour ceux qui se prennent dans cette relation qui est destructrice. L'audition, du noir à la lumière. Donc je quitte le lycée en première, j'arrête et je me consacre que à la danse en fait. Je vais prendre des cours de danse sur Paris. Voilà, je m'occupe que de la danse mais en même temps je sens que je me sens pas du tout fort, je me sens pas j'ai pas de charisme, j'ai pas une volonté, j'ai pas toute une énergie qui est destinée à la danse. Mon esprit est pris par autre chose. Et c'est presque même la danse qui m'a tant donné, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui l'a trahi, mais je peux pas faire autrement. Mais je reste quand même fidèle et je vais aller prendre par ma prof de danse classique, Katharina von Bülow, qui était une danseuse du Metropolitan Opera New York, mais aussi une grande intellectuelle. En fait, je suis mise en relation avec le président d'une école de danse qui sera le papa de mon fils et par son intermédiaire je rencontre une école de danse contemporaine et je passe une audition et je suis très nulle en fait, j'ai le corps complètement noué autant que dans ma tête et puis là il va y avoir quelque chose qui va se passer d'incroyable. C'est je veux vraiment mourir, je veux plus vivre, je veux lors de cette audition, je souffre trop, je sais pas où est-ce que ça me mène, ça n'a aucun sens, j'ai trop de difficultés à rentrer dans cette dans la souffrance en fait que m'impose la danse. Et là, lors de cette audition, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Je suis passée dans un autre état et j'ai, alors que j'étais dans le noir, je suis rentrée dans un état de bien-être incroyable, de sensation où justement peut-être que là, cette hypersensibilité, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai pu la vivre pleinement. Cette hypersensibilité. Ma sensibilité, en tout cas, j'ai pu la vivre pleinement et je sentais, alors que je ne sentais que des muscles en souffrance, et une musique qui me martelait les oreilles, tout est devenu merveilleux et j'ai rien compris, je n'ai vraiment rien compris à ce qui s'est passé.
à ce moment-là. Et les murs, je sentais la matière des murs, je sentais l'espace, l'air était devenu perceptible. Enfin, l'espace entre les éléments était devenu perceptible. Mon corps, j'étais dans l'espace, je ressentais mon corps dans l'espace et je prenais l'espace avec mon corps sans me forcer en fait. J'ai passé une porte et j'ai, je sais pas, mon système en tout cas a pris le relais et en fait c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le système des fascias. Je l'ai appris 7 ans après. Et j'étais plus dans le musculaire, mais j'étais dans le monde du mouvement sensoriel et sur le système des fascias. Voilà. Moi, je me définis pas comme une intellectuelle. Bien bizarrement, c'est un écrivain qui m'a le plus touchée. Et c'est vraiment une rencontre incroyable avec Romain Gary, en fait, Les Racines du ciel. Et voilà, c'est étonnant parce que j'en parle comme en fait quelqu'un que j'aurais que j'aurais connu en fait. Et ce livre a changé ma vie. J'avais en fait l'angoisse pour en tant que hypersensible, moi j'étais une hyperactive donc beaucoup en mouvement et j'avais vraiment cette angoisse et le jour où je ne pourrai plus bouger, qu'est-ce qui va se passer? Et donc j'ai eu la réponse en fait dans ce livre et ça a été une initiation qui m'a ouvert tous les champs des possibles en fait. Dans ce livre, on se retrouve dans un baraquement dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale et il y a le héros du livre fait venir une femme imaginaire pour que les hommes retrouvent leur dignité et puis bon, la deuxième, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quand le nazi, le capitaine nazi rentre dans la baraque et puis fait ressortir cette femme imaginaire. Donc l'imaginaire, c'est une chose, mais ton imaginaire peut être aussi manipulé par les autres. Et donc cette femme imaginaire sort de la baraque et tous les hommes retournent se retrouvent dans un état dépressif. Ils retournent dans l'état initial. Et puis donc le héros du livre est mis dans un mouroir, dans un cachot, je sais pas comment. Et là il voit des éléphants d'Afrique courir. Et voilà. Et donc c'était la réponse à moi, mon angoisse existentielle, qui était comment dépasser ses limites. Il n'y a pas de limite en fait. Tout est possible. Dès que je me sentais limitée, j'avais cette vision d'éléphants qui courent et que rien ne peut arrêter parce que c'est là, parce qu'ils sont plus forts. La meilleure façon de participer au monde qui change. Je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans. 47. Et je suis coach, thérapeute. L'hypersensibilité, je ne sais pas comment elle est venue. Pour moi, c'est un état lié au développement de l'être humain. Tous les enfants sont hypersensibles. Pourquoi maintenant cette hypersensibilité, elle a perduré ? J'ai envie de dire parce qu'il y a eu un événement qui a stimulé un état problématique
et qu'il fallait trouver une solution. Donc j'étais hyper stimulée à rester dans cet état d'hyperdéveloppement et qui était lié à un état d'hypersensibilité, donc d'hyperactivité, donc de pensée en arborescence. Et voilà. Est-ce que j'aurais été hypersensible si est-ce que je me serais définie après toutes ces années hypersensible si j'avais pas eu ce choc quand ma sœur est partie de la maison? Pas sûr en fait, parce que je pense que les événements extérieurs ils sont des stimulus et ce qu'on est, on l'est, et que chaque événement extérieur va être juste un révélateur de ce qu'on est. Aujourd'hui, mon hypersensibilité, je l'ai mis au service de mon métier. J'ai écouté tous les messages que m'envoyaient mes émotions. Au fil des années, j'ai essayé d'y répondre. Au début, c'était pas évident parce que voilà, je subissais plus que je maîtrisais. Et actuellement, ce monde, il est en pleine évolution et j'ai bien l'intention d'y participer. Et c'est ce que j'ai fait en mettant en place des techniques, des méthodes, et des supports qui permettent à l'hypersensibilité de s'exprimer et d'être canalisée autre que par un sport, parce que le sport ça suffit pas pour canaliser ses émotions et son hypersensibilité. Les hypersensibles, ils cherchent d'autres réponses. Ils sont dans une demande globale qui passe bien sûr par le corps, mais aussi par la relation, qui passe par la réalisation dans le collectif, et puis par penser le monde complexe et de lui apporter des solutions maintenant. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.